octobre dernier, 4 personnes ont été mises en examen pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'humains aggravé. Ces chefs d'accusation, bien qu'étant d'une gravité sans nom, viendront peut-être juste s'égrener dans le désert sablonneux des violences faites aux femmes, mais elles prennent une toute autre tournure quant au statut des accusés. Effectivement, les 4 hommes mis en examen sont des personnes bien connues du monde pornographique, dont le producteur français Pascal Opé, détenteur du site French Bukkake. C'est l'un des pros FR les plus connus dans le monde de la vidéo pornographique. Il produit notamment pour Jackie et Michel ou encore Dorcel. Et en gros, pour vous expliquer à peu près qui il est en une scène, dans un livre que j'ai lu et je vais vous parler un peu après, Pascal Opé montre une vidéo tournage où il a une blackface, ça commence déjà bien, et où, je cite, il se déguise en nègre car les noirs aiment taper les blanches et heureusement qui est là pour fournir les cités en salope, sinon il y aurait encore plus de viols. Bah oui, heureusement. Cette nouvelle affaire, elle s'ajoute à celle du 10 juillet qui a été ouverte contre le site Jackie et Michel pour viol et proxénétisme. Et aujourd'hui, on va partir explorer le monde très sombre du porno pro-am, comme on dit, du porno pro-amateur, ou alors encore du porno mainstream ou du porno hétérosexuel. En tout cas, on va vraiment explorer les abysses de ce monde-là. Et on va commencer par le vif du sujet. Dans le dépôt de plainte des jeunes femmes, des scènes vraiment glaçantes sont décrites, notamment où une jeune femme, dans le délaissement complètement de son propre corps et enchaînée par ses problèmes financiers, aurait accepté une scène de bukkake dans un hangar à Saint-Denis où elle gît à moitié nue sur un caisson recouvert d'un drap au milieu d'une vingtaine d'hommes cagoulés. Publié il y a à peu près un an, un reportage de Combini revient sur ces conditions de tournage ultra glauques, notamment pour le site Jackie et Michel, et 2 femmes témoignent. Il y a eu une double pénétration vaginale à laquelle je n'avais pas été prévenue avant. Malgré ça, que j'avais dit pas d'anal, on m'a proposé de le faire, j'ai dit non, puis on m'a dit mais si on va le faire avec le gars le moins membré, comme ça tu verras, ça va bien passer, etc. Pendant une des scènes, ils ont quand même essayé un peu contre mon gré. Pour les biens de cette vidéo, je me suis procuré un livre, du coup qui est une enquête de Robin Angelo qui s'appelle Judy, Lola, Sophia et moi. Et en gros, le journaliste, il a essayé d'infiltrer le monde du porno amateur en France et notamment tout ce qui est en rapport avec Jackie et Michel. Du coup, je vais pas mal m'appuyer sur son travail dans cette vidéo. Je vais directement commencer par la fin, notamment par l'avant-dernier chapitre qui a vraiment été très dur à lire, où en gros il réussit à s'infiltrer sur une scène donc de bukkake. Donc du coup, si vous savez pas ce que c'est bukkake, c'est simplement la traduction c'est douche de sperme. En gros, ça consiste en fait en le fait qu'il y ait une personne qui est au centre avec plein d'hommes autour qui sont censés lui éjaculer dessus. Dans cette scène, les hommes sont comme des hyènes excités autour d'un animal encerclé, sauf que l'animal encerclé c'est une femme qui regardera le sol toute la séquence et n'aura absolument aucune expression faciale. C'est franchement difficile de soutenir les lignes du regard tant la situation est cauchemardesque. On a vraiment tous les détails. Les petites phrases qui ont fait la réputation de Pascal Opé, notamment quand il dit il faut qu'elle paye les cadeaux de Noël aux enfants, jusqu'au déguisement des hommes qui doivent donc préserver leur anonymat. Donc ils ont des déguisements de tête de cochon ou alors des vulgaires sacs craft avec juste des trous faits à l'intérieur. Il y a aussi un Anonymous, enfin bref, l'ambiance est genre ultra glauque. À noter qu'ils étaient 15 prévus pour cette scène et qu'au final ils seront 35. C'est quelque chose qui reviendra énormément tout au long de cette vidéo. Il n'y a absolument aucun respect des conditions de tournage, des contrats préétablis. D'ailleurs, ça fait bien la transition avec ce dont je voulais vous parler, sur le fait qu'il n'y a absolument aucun respect des contrats. En fait, les femmes n'ont quasiment pas d'influence sur les pratiques qu'elles subissent, puisqu'en fait celles-ci sont très souvent décidées le jour même du tournage, pendant le tournage en fait. Donc là on va leur imposer des doubles pénétrations, des pénétrations anales, des gangbangs, des choses comme ça, alors qu'elles en plus expriment oralement leur refus. Par exemple dans le livre on a une scène où le producteur John Biro, du coup pour Jackie et Michel, la fin du tournage se termine par il reçoit une fellation d'une des 3 actrices et en fait celui-ci explique qu'il espère qu'il aura une fellation de la part des 3 actrices sans que ça soit stipulé à aucun moment sur les contrats, mais en gros il explique que s'il y a une bonne ambiance ça peut le faire. Non John, c'est pas comme ça la vie, putain, il y a des contrats, il y a des règles. On a aussi par exemple un autre producteur qui s'appelle Céliane qui déclare qu'en fait il ne dit pas à l'avance les pratiques qu'il va faire subir clairement à l'actrice pour avoir sa réaction sur l'instantané. Et on a notamment une séquence qui est ultra choquante où en fait l'actrice s'offusque des pratiques sexuelles pratiquées parce que c'était absolument pas prévu, et il vient même carrément à lui mentir en lui disant non mais t'inquiète pas, j'avais prévenu ton agence, etc. Et il terminera d'ailleurs cette vidéo comme il le dit si bien en écrasant l'actrice de tout son poids façon Weinstein.
L'horreur, elle s'arrête pas là. Pour supporter tous ces sévices psychologiques et corporels, les actrices se voient souvent proposer de l'alcool, de la cocaïne ou encore pire, une des plaignantes aurait déclaré avoir retrouvé du zolpidem dans ses cheveux, un somnifère de soumission chimique. On a un autre exemple aussi avec une actrice qui, après avoir tourné toutes ses scènes, se voit imposer une nouvelle scène par Pascal Opé. En fait, quand elle arrive pour tourner la scène supplémentaire, celle-ci en fait se voit accueillir par 60 hommes pour une scène de boucaquet. Et celle-ci est clairement en colère et refuse complètement cette scène en fait, si vous voulez, et devant le refus logique en fait de son actrice, Pascal Opé va lui proposer un jus de fruits pour se détendre. Dans la scène d'introduction du livre de Robin DiAngelo, on rencontre une actrice qui s'appelle Cindy. Celle-ci est vraiment en situation de précarité financière et en fait sa mère est décédée et son père s'est suicidé. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que je disais avant, elle va subir une scène de sexe avec 4 hommes alors qu'il n'en est prévu que 2 dans le contrat. Le paroxysme du statut de l'actrice porno amateur est atteint avec Lola. Je vais me lire parce que c'est un peu long. Du coup, Lola elle vient de prendre déjà 6 mois de sursis parce qu'elle a frappé une femme à une terrasse avec une chaise. Ses parents ils se sont rencontrés en hôpital psychiatrique parce que sa mère subissait des viols par son père et lui, son père, il avait plongé quelqu'un dans le coma pendant plusieurs années. Et elle-même, Lola d'ailleurs, s'est fait violer depuis l'âge de ses 7 ans par son paternel. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que du coup toutes les actrices porno elles ont subi des violences ou alors elles ont eu d'énormes problèmes financiers, d'énormes problèmes psychologiques, etc. C'est juste une tendance qui se dégage et qu'on retrouve quand même beaucoup dans toutes les sources que j'ai pu consulter, mais c'est pas forcément toutes comme ça. Sur Netflix, on peut retrouver un reportage qui s'appelle Hot Girls Wanted qui a été fait par Rashida Jones, qui est vraiment très intéressant et qui du coup parle de la vie de jeunes américaines de 18 à 20 ans en fait qui se lancent dans le monde du coup du porno amateur qui est en pleine explosion. Et une nouvelle fois du coup on peut retracer ce qu'on était en train de dire avant, c'est très souvent des filles qui sont en pleine détresse financière ou même sentimentale. Du coup là on pourrait penser que du coup généralement on se lance dans le porno pour l'argent ou encore pour le sexe. On se rend compte que non, généralement elles font ça pour combler un manque affectif, pour combler un manque d'attention qu'elles n'ont jamais eu. Alors au vu de la situation globale de ces femmes, je pense qu'on peut légitimement se poser la question du consentement. Rappelez-vous l'un des chefs d'accusation, proxénétisme aggravé. Un des 4 hommes, son pseudo c'est JD. Et sur les réseaux, il se cache derrière un pseudo féminin et il contacte des femmes en situation de précarité financière ou sentimentale. Il déclare du coup, tout en se faisant passer pour une femme, que il est également, du coup elle, également en situation de précarité financière. Il crée ainsi un lien avec la jeune femme et pendant plusieurs mois, il va entretenir ce lien pour créer une espèce d'amitié virtuelle et qui est complètement falsifiée en réalité. Et c'est vraiment qu'au bout de quelques mois qu'il propose à ces filles-là du coup de rentrer en contact avec des amis à lui, qui ne sont autres que Matadix ou Pascal Opé, donc des producteurs de vidéos pornographiques, et il leur promet alors qu'elles pourront résoudre leurs problèmes financiers. Il aurait recruté une 50aine de femmes pour Matadix et Pascal Opé, et à noter que dans ces techniques de proxénétisme et de rabattage, le viol était pratiqué. Dans une vidéo qui a été sortie par Combini, il y a une personne qui a prétendu vouloir se lancer dans le porno et qui a réussi du coup à obtenir des extraits téléphoniques, notamment avec Ivre-Mort. Donc non, c'est pas une blague, c'est vraiment Ivre-Mort, qui est du coup un producteur de vidéos pour Jackie et Michel. Comme on travaille beaucoup avec des débutantes, c'est je veux pas faire de nage, je veux pas faire de double, et du genre du tournage, et on explique, on tente, et 9 fois sur 10, ça passe. Il a réussi à avoir des extraits téléphoniques avec un des fondateurs d'Ares aussi, qui est en fait simplement le propriétaire de Jackie et Michel, et en gros cette personne-là nous explique comment il détourne et pratique le proxénétisme. En France, le métier d'agent est interdit, tu vois. C'est interdit, c'est le proxénétisme. De toute façon, si tu trouves une fille, on met un truc qui n'a rien à voir. Hein. Tu sais, genre conseil, consulting, on prestation de mastering, on met n'importe quoi. Ce qu'on peut faire déjà, pour commencer, tu peux déjà essayer de trouver 2-3 filles, tu vois, pour débrouiller pour te faire payer quand même le service. A noter du coup que le propriétaire Ares se dédouane complètement de toutes les poursuites, hein, puisqu'il déclare que de toute manière, avec Jackie et Michel, ils ne sont que diffuseurs, ils ne produisent absolument rien. On va voir que c'est souvent une excuse qui revient en fait de plateformes de diffusion qui disent que dans tous les cas, elles ne diffusent que du contenu, elles sont absolument pas responsables des capacités de production. On a du coup une actrice porno du coup dans le livre de Robin DiAngelo qui s'appelle Judy. Du coup et son discours est super intéressant parce qu'en fait elle va complètement remettre en cause la capacité de ces jeunes femmes à être consentantes en fait, du fait qu'elles ont des énormes difficultés financières qui en fait les enchaînent complètement, qu'elles ont des fois des difficultés psychologiques et en fait elles connaissent absolument pas du tout le monde dans lequel elles mettent les pieds. Eux jouent de l'ignorance des filles, donc moi à l'époque j'étais complètement naïve.
puis ignorantes. Puis voilà, moi je leur en veux de jouer avec cette ignorance et cette innocence-là des filles. Donc en fait, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'elles sont consentantes, ces jeunes femmes? Et en plus, on sait très bien que toutes les boîtes de production ciblent spécialement ces jeunes femmes en situation de difficulté financière ou psychologique. Depuis le début, on parle des victimes, maintenant, parlons des coupables. Xhamster, Xvideo, YouPorn, Pornhub, voilà, c'est ça les tubes. En gros, c'est des énormes plateformes de streaming et de diffusion de vidéos pornographiques. Et justement, ce qui est intéressant dans le fait d'essayer de définir les tubes, en fait, c'est qu'ils sont très très flous. Et ça, c'est abordé notamment dans le reportage qui s'appelle Pornocratie, qui a été réalisé par Ovidie, où une femme qui a donc travaillé pour ces tubes déclare quand même qu'elle était payée par une banque sud-africaine, que ces personnes-là avaient des bureaux en Irlande, mais en même temps qu'ils portaient des noms grecs. Et on sait même pas quelles sont les personnes derrière ces tubes, parce qu'en fait, souvent les tubes en fait achètent des personnes, du coup, pour qu'elles soient le visage représentatif de la société sans qu'elles ne soient aux commandes de rien du tout. C'est le cas notamment de Fabien Tillman, qui est devenu d'ailleurs l'homme le plus puissant du porno et qui a créé la première multinationale du porno, MindGeek, qui s'appelait d'ailleurs à l'ancienne Manwin. Il n'y a pas de hasard. Et quand on fait des recherches par rapport à MindGeek, c'est vraiment vers lui que tout converge, même si on doute qu'il ait vraiment dirigé MindGeek un jour. Comment les tubes ils sont nés? Ils sont nés suite à la loi DMCA, du coup qui a été créée sous Clinton, du coup en 1998, ça veut dire le Digital. L'équivalent français c'est le DADVSI qui a été créé en 2006. C'est chiant. En gros, cette loi elle autorise les tubes à diffuser le contenu qui ne leur appartient pas jusqu'à ce que du coup le propriétaire de ce contenu vienne dire hey je suis là, et du coup ils remplissent ce qu'on appelle un. Les tubes se sont construits en piratant le contenu d'autres productions. Et JT, un des créateurs du coup de YouPorn, il déclare qu'il savait parfaitement ça, qu'il savait parfaitement qu'il allait détruire l'industrie du porno. Et même lui, il se compare au diable. À partir de là, les tubes sont devenus complètement tentaculaires, ils ont racheté tous les studios de production. Les producteurs old school se sont fait complètement bouffer par les tubes. Ça, on peut le voir dans le livre Planet Porn qui a été écrit par Marie Maurice. Elle se centre plutôt sur YouPorn. Et en fait, le fonctionnement, c'est simplement que les internautes, ils découvrent le travail des boîtes de production sur YouPorn et ensuite, ça leur plaît. Du coup, ils se redirigent vers le site de la boîte de production en question. Et en gros, il y a un système d'affiliation qui est très répandu. En gros, si vous, un internaute se redirige vers ce site et va acheter un contenu, YouPorn touche une petite commission. Quand je dis petite commission, des fois, ça peut aller jusqu'à 50% du prix de la vidéo. Et dans le livre de Robin Angelo, il y a un producteur qui s'appelle Stéphane Prod et lui en gros il explique qu'il se sert du coup de Xhamster lui pour rameuter des clients en fait sur son site. Et sans Xhamster il est à 100 visites quotidiennes et avec Xhamster il est à 1300 visites quotidiennes. Alors comment on peut lutter contre ces tubes? Bon, on pourrait être tenté de se dire du coup qu'il faudrait abolir le porno, logiquement, mais sauf que du coup c'est pas vraiment une vraie solution parce qu'en fait la situation délétère du porno elle s'améliorera pas si on l'abolit parce que dans tous les cas le porno il continuera et il existera dans la clandestinité donc ça sera même encore pire. Alors du coup faut pas le rendre tabou, il faut plutôt essayer de le réglementer, essayer d'offrir d'autres possibilités. Rapidement je vais vous parler du travail de quelques femmes, notamment Erika Lust du coup qui est une productrice suédoise à Barcelone. C'est super intéressant, elle explique que du coup quand, dans ses vidéos pornographiques du coup elle a essayé d'inclure d'autres formes de sexualité, elle essaie d'inclure aussi le fait que parfois dans la sexualité il y a des sentiments. On n'a pas beaucoup parlé de ça, des émotions là. Et surtout elle essaye de faire du porno diversifié. Parce que ok il existe la domination masculine mais il existe tellement d'autres formes de sexualité. On explique qu'elle fait tout ça parce que en fait le porno, et c'est une réalité, c'est un peu chelou de dire ça mais c'est une réalité en fait, le porno aujourd'hui c'est l'éducation sexuelle de nos enfants. Je pense que moi je fais partie d'une génération où on a tous été plus ou moins élevés au porno. Essayer de créer un porno alternatif, essayer de créer un porno diversifié, c'est essayer de prendre soin de l'éducation sexuelle de nos enfants. Je sais que cette phrase est bizarre, mais en vrai c'est vrai. Il y a aussi une des pionnières du porno féminin qui s'appelle Annie Sprinkle. Sa performance la plus célèbre à Annie Sprinkle, c'est Public Service Announcement, en fait, durant laquelle elle invite le public à contempler son col de l'utérus à l'aide d'un spéculum inséré dans son vagin. Non, en vrai c'est cool. Vraiment, c'est un des cours d'éducation sexuelle les plus incroyables dont j'ai entendu parler. Hi. Hi, how are you? Okay. Bon, va être temps de conclure. Quand vous regardez une vidéo pornographique, je pense que c'est très important de ne pas oublier que c'est du cinéma. C'est pas vrai, en fait, le porno. Du coup, il faut pas y associer sa sexualité. Il y a une vidéo avec Nikita Bellucci qui est interviewée par Hugo Clément qui est assez intéressant justement où elle explique vraiment ça en fait sur le fait que
Faut oublier que le porno, en fait, tout ça c'est fake. Toutes les scènes que j'ai pu faire, j'ai jamais fait ça dans ma vie privée. Et si mon copain me dit demain on fait ça, ce que t'as fait dans tes scènes, mais je le largue quoi. C'est pas possible. Voilà, ça reste du cinéma, une performance. Et ça me fait penser notamment à une amie à moi, bien sûr que je citerai pas, mais qui en fait, et ça m'a attristé, on est venu à justifier les rapports sexuels violents qu'elle a pu subir par le porno en fait. Après elle allait sur des sites pornographiques, elle a vu que les rapports sexuels qu'elle avait subis étaient monnaie courante sur ces sites de porno. Ces rapports sexuels traumatisants qu'elle a subis, elle en est venue à se dire bah faut que je les accepte en fait, c'est normal. Dans le porno, les femmes sont des objets et les hommes sont là pour les consommer. Dans le porno. Dans le porno, il y a une représentation complètement falsifiée en fait de la sexualité, du rôle de l'homme, du rôle de la femme. Et ça me fait penser à ce qu'on nous apprend depuis l'enfance en fait. Quand le prince réveille la belle endormie, il le fait sans son consentement. Alors ne serait-il pas temps de regarder un peu le porno et plus globalement même la sexualité en face? Qu'on appelle le porno le X en fait, parce que tout simplement le porno a été classifié en 1975 X, la classification X, et ça a classifié du coup tout le contenu pornographique en X, et du coup en fait bah ça a complètement supprimé tous les moyens, toutes les subventions du cinéma pornographique. Ça l'a éloigné du cinéma, ça a créé le porno gratuit, parce qu'aujourd'hui seulement 3% du contenu pornographique visionné c'est du contenu payant. Du coup on réduit les coûts de production et du coup on sacrifie la rémunération des acteurs et des actrices. Je tiens à dire que j'ai aussi beaucoup parlé bien sûr des femmes qui étaient victimes de toutes ces violences. Il y a des hommes bien sûr qui sont aussi victimes, j'ai pas abordé cet aspect là aussi aujourd'hui, c'était tout simplement un choix, je peux pas non plus vous parler de tout, il y a plein de choses que j'aurais aimé vous dire mais que je peux pas vous dire parce que sinon la vidéo a fait 1h30. Le producteur dont je parlais dans le livre de Robin Angelo qui s'appelle John B. Root, du coup en 1998 il avait envoyé j'ai un capté qui s'appelle John B. Root. Ils ont des blazes dans le porno quand même. En 1998 a envoyé une lettre à la ministre de la Culture de l'époque où il la supplie de soutenir la pornographie comme toutes les branches de la création audiovisuelle. Et même lui, il a fini par se dicter aux normes du monde aujourd'hui pornographique et aujourd'hui il tourne pour Jackie et Michel. L'objectif de cette vidéo c'était peut-être essayer de remettre du coup en question notre statut de consommateur de vidéos pornographiques. C'est pas la police du cul ici. Essayer de se dire pourquoi pas essayer de faire autrement. J'ai soulevé quelques points avec notamment le fait que il faudrait déjà commencer par payer le porno. Comme Eric Allos le disait, comme un produit au supermarché, il faudrait regarder qui l'a produit. Est-ce que ça changera également ma consommation du porno? Est-ce que ça changera notre consommation du porno? Honnêtement je suis pas sûr. Même Robin Angelo il le dit lui dans son livre, ça a pas changé spécialement sa consommation alors que lui il a vraiment connu des choses qui je pense sont traumatisantes. En tout cas pensez-y, la prochaine fois que vous êtes sur un de ces fameux tubes, vous êtes peut-être en train de visionner un viol.